Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie consacrée au cours sur le consensus. Aujourd'hui, on va voir un algorithme qui s'appelle Paxos et qui résout le consensus, même en présence de panne. Alors vous allez me dire, on vient juste de voir que le problème n'est pas possible, alors comment c'est possible? Eh bien, vous avez raison, et je vous remercie d'être aussi attentif. Eh bien, en fait, le Paxos ne va pas totalement fonctionner dans un système asynchrone, parce qu'on a vu que c'était impossible. Donc il va fonctionner dans un système partiellement synchrone. Et ce qui est bien, c'est qu'on va voir qu'il ne va pas totalement échouer dans un système asynchrone, mais il a besoin quand même un peu de synchronie pour terminer, en fait. Alors déjà, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un système partiellement synchrone. Dans notre cas, on dira même ultimement synchrone. En fait, ça signifie simplement que le système, au début, est asynchrone, et au bout d'un certain temps, il devient synchrone. D'accord? Donc, au début, on peut voir qu'on n'a aucune garantie sur le temps que met un message pour arriver. Voilà. Mais on sait qu'au bout d'un certain temps, inconnu, chaque message va effectivement arriver au bout d'un certain temps fini, donné, qui est connu par les processus, par exemple delta. Donc ils vont arriver delta après avoir été envoyés. Donc on voit que ça reste un système assez réaliste parce qu'on n'a aucune garantie finalement sur le temps que vont mettre les messages pour arriver. On sait juste qu'au bout d'un certain temps, les messages vont être synchrones, donc vont arriver en un temps donné. Mais on ne sait pas au bout de combien de temps ça va se produire. Donc maintenant je vais vous montrer dans les grandes lignes le fonctionnement de l'algorithme et je vous donnerai un lien à la fin que vous pourrez voir si vous voulez approfondir l'algorithme. Donc l'algorithme utilise le principe de base que deux ensembles de processus qui sont en surmajorité s'intersectent forcément. Donc si une décision est prise avec plus de la moitié des processus comme témoins, alors si on interroge une autre moitié quelconque de processus, il y a au moins un témoin qui va pouvoir nous répondre et qui va nous avertir que quelqu'un a décidé notamment. Donc l'algorithme va fonctionner par phase, où chaque phase est une tentative finalement pour faire fonctionner le consensus. Donc on a un compteur de phases, ID, qui va s'incrémenter à chaque phase, et qui permet en fait d'ignorer tous les messages des phases précédentes. Donc par défaut, on va supposer que dès qu'on va envoyer un message, on va envoyer aussi l'identifiant de la phase. Et si on reçoit un message avec un identifiant trop vieux, enfin plus vieux que le message, plus vieux que l'identifiant courant, on va l'ignorer. Donc à chaque phase, un processus est responsable de proposer une valeur. S'il échoue, un autre processus va prendre le relais dans la phase suivante. Donc on suppose que le système est synchrone pour commencer, pour voir un peu comment l'algorithme fonctionne, et on suppose qu'on est à la phase 1, donc ID égale 1. Donc dans ce cas, on va dire que le processus 1 est responsable de cette phase. Donc l'algorithme nous dit que dans ce cas, le processus P1 doit d'abord recueillir les avis des autres processus. Il doit recueillir les avis d'une majorité d'autres processus. Donc on verra que c'est ici qu'on s'assure de la présence d'un témoin potentiel qui aurait vu une valeur passer précédemment. Donc pour recueillir les avis, il diffuse un message prepare 1, donc prepare avec l'identifiant de la phase actuelle, donc prepare 1, auquel tous les autres processus vont répondre promise nul, pour dire qu'ils n'ont rien vu jusqu'à maintenant, ils n'ont rien accepté jusqu'à maintenant. Donc quand une majorité a répondu, alors P1 voit qu'il n'y a eu aucune valeur d'accepter jusqu'à maintenant, donc il va proposer sa valeur. Donc il va envoyer à tout le monde un message accept avec l'identifiant de la phase 1 et sa valeur V1. Après quoi, tous les processus diffusent qu'ils acceptent cette valeur. D'accord ? Donc ça c'est l'algorithme qui dit quand je reçois un message accept, eh ben j'accepte cette valeur en envoyant à tout le monde un message accepted 1 V1. Donc où 1 est le numéro de la phase. Ensuite, dès qu'un processus reçoit une majorité de messages accepted avec une valeur V, donc ici V1,
alors il doit décider cette valeur. Donc ici, tous les processus là, qui reçoivent une majorité d'accepted décident la valeur V1. Donc là, ça a bien marché quand il n'y a eu aucune panne. Et on voit que si un processus finalement était tombé en panne en plein milieu, ça n'aurait rien changé puisque les autres processus auraient quand même reçu une majorité. Maintenant, que se passe-t-il si des messages sont trop lents pour arriver? Donc ici, en fait, dans les systèmes partiellement synchrones, on peut supposer qu'il y a des pannes de processus, on peut aussi supposer qu'il y a des pertes de messages, en fait. D'accord? Donc c'est finalement un modèle un peu plus général que ce qu'on a vu précédemment. Parce que finalement, un message qui va être perdu et un message qui va être trop lent et qui du coup va être reçu dans les phases suivantes, pour nous ça va être pareil, on va l'ignorer. Donc si un processus rate la première phase, donc au début il se passe la même chose, dans ce cas on pourrait dire qu'il va préparer la deuxième phase. Donc on va supposer qu'il devient leader de la phase 2, donc il envoie un message prepare 2. Les autres processus, eux qui ont accepté une valeur dans la phase précédente, vont l'avertir qu'ils ont accepté la valeur V1 dans la phase 1. Donc ils vont envoyer le message promise 1 V1 pour dire qu'ils ont déjà accepté cette valeur. Le processus P3 va se répondre à lui-même promise nul car lui n'a rien accepté précédemment. Dans ce cas, Paxos dit que P3 doit proposer la valeur qui a été promise avec le plus grand identifiant. Ici, parmi toutes les promises reçues, celle qui est avec le plus grand identifiant de phase, c'est 1. Donc c'est la valeur V1 avec l'identifiant 1. C'est-à-dire qu'elle a été acceptée dans la phase la plus récente. Ainsi, P3 va demander d'accepter cette valeur. Donc il va envoyer un message accept 2, donc dans la phase 2, et la valeur V1. Donc, accept 2 V1. Et tous les processus diffusent accepted 2 V1, comme le dit le protocole. Alors les processus P1 et P2, ils avaient déjà décidé, donc ils ne peuvent pas redécider une nouvelle fois, mais maintenant P3, lui, il reçoit suffisamment d'accepted pour décider, et il décide V1 comme les autres, donc tout le monde a bien décidé la même chose. Maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans le cas où certains messages accept sont perdus, dans des cas un peu plus complexes. Alors ici, on commence comme avant, avec P1 qui prépare la phase 1, il ne reçoit que des nuls, et diffuse accept 1 V1. Supposons que personne ne reçoit le message sauf lui-même. D'accord. Dans ce cas, au bout d'un moment, on va dire qu'une nouvelle phase commence, donc P2 prépare la phase 2. Il ne reçoit que 2 réponses nulles de lui-même et de P3. Donc on pourrait, comme c'est quand même une majorité, il va proposer sa propre valeur. Donc il va proposer accept 2 V2. Donc il va diffuser accept 2 V2. Supposons que ce message est reçu par P2 et P3 uniquement. Donc chacun va diffuser accepted 2 V2 pour dire qu'ils acceptent cette valeur. Et si si le message vers P3 est perdu, alors uniquement P2 va recevoir une majorité d'accepted et va donc décider V2. Donc à partir de ce moment, il y a uniquement P2 qui a décidé. Mais on peut voir que il y a une majorité de processus qui ont vu cette valeur V2. P2 et P3 ont vu la valeur V2 à la phase 2. Et comme il faut une majorité de réponses pour que dans le futur, une autre valeur soit proposée, cette valeur sera forcément V2. Parce que donc, si un message reçoit une majorité de promises, dans toutes ces promises, il y aura forcément V2 qui apparaîtra. Et donc, comme ce sera la plus récente, ce sera forcément la valeur qui sera proposée à nouveau. Donc si jamais une valeur dans le futur est acceptée, ce sera forcément V2. D'accord ? Donc finalement, le pire qui puisse arriver, c'est si le système est asynchrone, et dans ce cas, finalement, il y a jamais les messages vont toujours arriver peut-être trop tard pour que ça décide, et peut-être qu'ils ne vont jamais décider, les processus P1 et P3. Mais en tout cas, si jamais ils décident, donc si jamais les messages à un moment donné arrivent bien correctement dans la phase en cours, alors les processus vont décider V2. Donc on voit que on voit la nécessité que le système soit ultimement synchrone, on dit aussi inévitablement synchrone, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système va devenir synchrone, l'algorithme va terminer.
Donc rapidement, on peut voir que pour qu'un processus correct propose une valeur, et donc pour que les autres processus puissent décider, il faut qu'ils reçoivent une réponse d'une surmajorité de processus. Donc il faut que le nombre de processus soit plus grand que 2 fois le nombre de pannes. D'accord ? Donc il faut que n soit plus grand ou égal que 2f plus 1, où f est le nombre potentiel de pannes. Et donc à partir du moment où il y aura suffisamment de synchronie dans les communications, c'est-à-dire quand les messages arriveront effectivement assez vite, et ben les processus vont décider correctement. Donc le pire qui puisse arriver, c'est que le système reste asynchrone de manière indéfinie, et dans ce cas, il ne déciderait pas. Mais si le message est partiellement synchrone, si les communications sont partiellement synchrones, ou ultimement synchrones, tous les processus vont décider. On voit que parmi les propriétés du consensus, seule la terminaison n'est pas respectée dans les systèmes asynchrones. Et l'algorithme est sûr de terminer dès que le système devient synchrone. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est même un peu plus faible que juste ultimement synchrone. Ce qu'on veut, c'est juste que ce soit synchrone pendant un court instant. Après, ça peut redevenir asynchrone, c'est pas grave. Donc c'est vraiment l'idée très ingénieuse qui permet de contourner le théorème d'impossibilité. Et en pratique, c'est un algorithme avec ses nombreuses optimisations qui est très efficace et qui est utilisé pour garantir la cohérence des données dans les systèmes distribués à large échelle, les plus utilisés au monde, notamment chez Google, Facebook, Amazon, etc. Donc pour avoir plus de détails sur l'algorithme, je vous encourage à aller voir la vidéo de Rachid Guiraoui, éminent chercheur dans le domaine. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va regarder ce qui se passe lorsque les processus peuvent mentir. À très bientôt.